à toutes et à tous, bienvenue dans Regard croisé, un nouveau format qui vous est proposé par Compare. Porté par l'Assistance publique Hôpitaux de Paris et l'Université Paris-Cité, Compare est un projet de recherche sur les maladies chroniques. En ligne, plus de 50 000 patients répondent régulièrement à des questionnaires sur leur maladie. Ces réponses ont déjà permis aux 150 chercheurs publics mobilisés sur Compare de réaliser plus de 80 projets de recherche, en cours ou terminés, et de publier plus de 20 articles scientifiques. Aujourd'hui, nous allons échanger autour du Covid long, un terme défini par les patients eux-mêmes qui souffrent de symptômes persistants après une infection à la Covid-19. Pour cela, nous sommes en compagnie de Marie-Aude Vizine, patiente experte sur le Covid long et ambassadrice de Compare. Bonjour Marie-Aude. Bonjour Charline. Nous sommes également en présence du docteur Viet Titran, épidémiologiste, co-investigateur de Compare et responsable de la cohorte Compare Covid long. Bonjour docteur. Bonjour. Ensemble, nous allons passer près d'une heure à discuter autour de 4 articles sur la prise en charge des personnes touchées par le Covid long. Sans plus attendre, nous allons commencer par aborder un article sélectionné par le docteur Tran. Docteur, pouvez-vous nous expliquer pourquoi avez-vous sélectionné cet article et nous présenter les éléments importants? J'ai choisi cet article donc, qui s'appelle Nirmatrelvir et And the Risk of Post-Acute Sequelae of COVID-19. Alors, c'est un article qui est actuellement en préprint, ça veut dire qu'il a été déposé de façon ouverte par les auteurs sur un serveur Internet, mais il n'est pas encore publié dans une revue médicale puisque normalement, pour qu'il y ait une publication dans une revue médicale, en général, les articles sont revus par des pairs. C'est-à-dire qu'ils sont envoyés à d'autres chercheurs indépendants qui vont essayer de voir si éventuellement il y a des failles dans le projet de recherche ou s'il y a des choses à améliorer. Et c'est seulement après des allers-retours entre les chercheurs indépendants et les auteurs que l'article est publié sous sa forme finale. Donc, j'ai quand même choisi de parler de cet article donc, qui est uniquement en préprint parce qu'il a fait énormément parler de lui dans les derniers mois. Je pense qu'il y a eu une relativement bonne couverture médiatique, que ce soit le New York Times ou le Times ou même à la télévision. Et tout le monde a dit, du coup, formidable, il semblerait qu'on ait un nouveau traitement ou qu'on ait un traitement pour le Covid long. Alors, du coup, ça parle d'un médicament qui s'appelle le Nirmatrelvir. Alors, son nom commercial, c'est le Paxlovid. Du coup, c'est plus facile à dire, je vais dire Paxlovid à partir de maintenant. Et l'idée, c'était de reprendre une très grosse base de données américaine, qui est la base de données des vétérans, où en fait, c'est un système intégré où tous les vétérans, c'est-à-dire que les anciens membres des forces armées aux États-Unis, ont une prise en charge complète dans ce système-là, que ce soit pour leurs soins chez le médecin généraliste, mais également quand ils sont vus à l'hôpital, etc. Donc, on a une vision très complète de tout ce que font ces personnes pour se soigner. Et donc, les auteurs reprennent cette très grosse base de données et puis ils vont comparer le devenir au long cours des patients qui vont avoir eu du Paxlovid au moment de leur infection aiguë avec les patients qui n'ont pas eu de Paxlovid au moment de leur infection aiguë. Puisque aujourd'hui, le Paxlovid est autorisé pour prévenir l'aggravation de la Covid-19 quand on a été infecté de manière très précoce. C'est-à-dire qu'on est infecté et très précocement, si on prend du Paxlovid, on va être moins hospitalisé et potentiellement on va réduire le risque de décès. Et les auteurs se disent, mais du coup, au-delà de cet effet un peu entre guillemets immédiat, est-ce que ça peut modifier le devenir à long terme des patients et en particulier réduire le Covid long? Alors pour ça, donc, ils comparent des gens qui ont eu du Paxlovid et pas de Paxlovid. Ils vont utiliser des méthodes un peu compliquées pour équilibrer les groupes et pour s'assurer que les groupes se ressemblent le plus possible. Et puis, ils vont regarder si dans le devenir de ces patients, ils vont avoir donc du post-acute sequelae of COVID-19. Et post-acute sequelae of COVID-19, ce sont des éléments dans les dossiers médicaux des patients qui vont nous faire dire qu'ils ont des séquelles à long terme. Alors, parmi ces éléments, il y a le fait d'avoir des troubles de rythme, le fait de faire un infarctus du myocarde, d'avoir une embolie pulmonaire, d'avoir une thrombose veineuse profonde, d'être fatigué, d'avoir une maladie du foie, une maladie du rein, des douleurs musculaires, du diabète, des troubles cognitifs, des troubles de la respiration et de la toux.
Et puis, il regarde également si les patients vont être éventuellement hospitalisés ou décédés, et ça dans les 90 jours suivant le moment où ils ont eu leur infection. Alors, le résultat, il est qu'il trouve une différence. Et il trouve une différence entre les gens qui ont eu du Paxlovid et les gens qui n'ont pas eu de Paxlovid. Et les gens qui ont eu du Paxlovid, il y a à peu près 9 sur 100 personnes qui... pardon, c'est l'inverse. Les gens qui n'ont pas eu de Paxlovid, pardon, il y a à peu près 9 sur 100 personnes qui vont avoir un événement de type PASC, donc parmi tous les éléments que j'ai dit avant. Et puis, chez les gens qui ont eu du Paxlovid, il n'y a que 7 sur 100 personnes qui vont avoir un événement de type PASC. Et donc, du coup, il y a vraiment une diminution relativement faible, mais existante et significativement différente entre les deux groupes. Et il conclut à la différence. Ça, c'est un bref résumé de l'étude. Je ne sais pas si Mario, vous avez une réaction à ça ou si je continue mon histoire. Non, je pense que vous pouvez continuer. On verra peut-être à la fin. OK. Et du coup, moi, en fait, cette étude, je pense que la manière dont je l'appréhende, c'est je pense qu'il faut prendre ces résultats avec beaucoup de prudence. En fait, quand on fait de l'évaluation thérapeutique, aujourd'hui, la règle, et puis c'est quelque chose qui a été beaucoup discuté pendant la Covid-19, c'est quand même de faire des essais contrôlés randomisés. Et pourquoi est-ce qu'on fait des essais contrôlés randomisés? C'est parce que, en fait, la randomisation, ou l'idée que le fait que le traitement reçu par les patients soit décidé par le hasard, c'est-à-dire que c'est au hasard qu'on va avoir des patients qui vont avoir du Paxlovid ou au hasard des patients qui ne vont pas avoir du Paxlovid, c'est que cette méthode un peu bizarroïde permet de prendre en compte tous les facteurs de confusion connus et inconnus qui pourraient biaiser l'estimation de l'effet du traitement. Je vais vous donner un exemple hyper simple. Si vous n'avez pas d'essai contrôlé randomisé, que vous évaluez par exemple le Paxlovid comme cela a été fait dans cette étude-là avec des données observationnelles, vous avez toujours un petit risque que malgré toutes les techniques statistiques que vous utilisez, il est possible que par exemple dans le groupe Paxlovid, il soit un petit peu moins grave que dans le groupe pas Paxlovid, et qu'à la fin, en fait, l'effet que vous voyez, la différence que vous observez dans vos données, ne soit pas du tout liée à l'effet du traitement, mais à des différences entre les caractéristiques des deux groupes. Et c'est ça qu'on appelle des facteurs de confusion. C'est des facteurs qui vont nous fausser l'idée de l'effet du traitement. Et aujourd'hui, on a des méthodes statistiques complexes, pas complètes. On a des méthodes statistiques complexes pour essayer d'équilibrer et pour essayer de faire les meilleures comparaisons possibles à partir de données observationnelles. Mais ceci étant, c'est quand même dangereux et il y a toujours un risque de facteur de confusion résiduelle. Et ceci est d'autant plus compliqué que l'effet du Paxlovid qu'on observe ici est extrêmement faible en fait. Ça veut dire qu'il est significatif parce qu'ils utilisent une très grosse base de données et qu'il y a beaucoup de patients, mais en réalité, on est en train de dire sur 100 personnes, si les gens ont pris du Paxlovid, il y en a peut-être 2 en moins qui vont avoir un événement à long terme, sachant que l'événement à long terme est extrait des dossiers médicaux et donc il est soumis à un certain nombre de biais. Par exemple, il est possible que les gens qui ont du Paxlovid, c'est ceux qui sont les mieux suivis. Et du coup, quand les gens sont les mieux suivis, c'est aussi possible qu'on les suive bien, qu'ils aient un certain nombre de co-interventions, qu'on reporte les choses différemment dans leurs dossiers médicaux et que toute la différence soit contenue ici. Et si on regarde, non pas de manière globale, mais effet par effet, en fait, les différences sont extrêmement faibles. Par exemple, si on regarde la fatigue, il y a une différence de 0,5%, c'est-à-dire que sur 100 personnes, il y en a la moitié d'une personne en moins qui va être fatiguée. Alors, si on prend tout combiné, évidemment, l'effet est un peu plus grand parce qu'il y a pour certaines séquelles des effets qui sont plus importants. Par exemple, la dyspnée où c'est quasiment 1%, etc. Mais en réalité, l'effet absolu est extrêmement faible. Et donc,
Et donc, en fait, c'est pour ça que je voulais discuter de ce papier parce que, enfin, puis il y a un petit autre truc, c'est un peu désordonné ce que je fais. Il y a quand même un autre point que je voulais aussi mentionner, c'est que euh, la couverture médiatique du papier est souvent assez trompeuse, puisqu'on nous dit ça réduit le Covid long, alors qu'en fait, ce qu'on voit, c'est que ça réduit quelque chose qui est mesuré 90 jours après l'infection. Et on est, entre guillemets, à la limite entre la phase aiguë et la phase longue. Donc, en fait, c'est difficile de dire que le Paxlovid va prévenir l'occurrence du Covid long. C'est difficile de dire que ça a un effet majeur. Mais par contre, il ne faut pas se dire non plus que ça ne sert à rien. Je n'ai pas dit ça non plus. Ça mériterait d'être évalué, probablement dans un essai contrôlé randomisé, probablement avec une population plus importante. Et suivi plus longtemps. Et c'est seulement à ce moment-là qu'on pourra savoir si vraiment le Paxlovid est intéressant ou pas pour les patients qui ont du Covid long. La deuxième chose, c'est que là, c'était bien du Paxlovid qui a été donné tout au début de la maladie, au moment de la phase aiguë. Se pose également la question de se dire, mais chez les gens qui ont du Covid long depuis 6 mois, 1 an, voire maintenant quasiment 3 ans pour ceux qui l'ont eu lors de la première vague, est-ce que c'est intéressant de prendre ce médicament-là et est-ce que potentiellement ça peut réduire les symptômes? Donc, je pense qu'on peut laisser Marie-Aude peut-être dire quelques mots si elle veut réagir. Alors moi, j'avais vu des limites qui ne sont pas forcément citées ou au moins aussi explicitement dans l'étude. C'est qu'on est sur une cohorte de vétérans, donc majoritairement d'hommes, alors que dans le Covid long, on est quand même prioritairement des femmes à être touchées. Du coup, là aussi, il y a un effet de biais qui ne permet pas nécessairement d'apprécier quelle pourrait être la réalité des bénéfices. Dans l'intégration aussi, les gens qui ont eu du Paxlovid devaient avoir au moins un facteur de risque connu. Enfin, dans cette cohorte-là, c'est tous des gens qui avaient ce qu'on va appeler aujourd'hui les comorbidités, parce que finalement, les facteurs de risque au Covid long, on ne les connaît toujours pas. Donc, il y a aussi toutes ces petites notions un petit peu facteurs de risque. Qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est le risque de comorbidité, donc en phase aiguë d'infection, ou est-ce que c'est le risque de Covid long? Auquel cas, aujourd'hui, on n'a pas vraiment déterminer encore ce qui prédisposait à faire une forme longue. Donc, on est vraiment effectivement sur des sujets qui sont relativement fragiles, enfin, où effectivement, je vous rejoins sur le fait qu'il y aurait besoin de vraiment prendre les choses dans le cadre d'un essai vraiment dédié à ça et pas retravailler sur des études a posteriori. C'est très bien de le faire, ça donne une idée, ça a aussi permis d'évaluer la diminution du risque d'hospitalisation et de décès, mais c'est vrai que par rapport au Covid long, on ne sait pas trop. Et sur ce traitement-là, quand on est déjà installé en Covid long, bah c'est pareil. Est-ce que ça ne dépend pas du sous-profil de Covid long et du coup de l'étiologie? Et comment aujourd'hui, avec nos différents symptômes et cohortes de symptômes, on arrive à se dire, bah moi je serais plutôt dysfonctionnement immunitaire ou moi je serais plutôt persistance virale? Est-ce que l'un exclut l'autre? Enfin, on est encore relativement, on a encore des marges de progrès dans ce domaine-là. Donc, c'est vrai il y a encore tout un champ à investiguer. Oui. Ouais. Je vous remercie tous les deux pour cette première intervention. Je pense qu'on pourra en continuer à en discuter au cours de l'émission. Je vous propose maintenant de découvrir le premier article sélectionné par Marie-Aude et je vous laisse la parole. Et bien donc, c'est un article, A New Clinical Challenge Supporting Patients Coping with the Long-Term Effects of COVID-19. Donc, un article qui pose la problématique d'un grand défi que les soignants ont devant eux, c'est-à-dire de prendre soin et d'accompagner les patients qui sont un petit peu, qui vivent comme ils le peuvent les effets au long terme de la Covid-19. Et donc cet article, il part de trois case reports de patients de 27 ans qui ont une prise en charge un petit peu catastrophique. Et il s'appuie aussi sur les leçons qui ont été tirées du suivi et de la stigmatisation des patients qui étaient atteints depuis déjà longtemps de fatigue, de syndrome de fatigue chronique, encéphalomyélite myalgique, etc.,
parce qu'on a deux visions et on a au moins deux grands modèles qui s'opposent et qui s'opposent aussi sur le Covid long, avec toutes les difficultés qui s'en suivent aussi après sur le positionnement des patients, des soignants et sur le partenariat. Donc on a le modèle qui est un petit peu psychoréducteur, alors le mot est peut-être pas bien choisi, mais qui pose en fait que les symptômes sont psycho-induits et que donc il faudrait faire une réhabilitation un petit peu en forçant le patient et en traitant le problème d'un point de vue psychologique. Et puis d'un autre côté, il y a tous les médecins qui ont constaté que ces symptômes-là étaient d'abord physiologiques, mais qu'effectivement, ils pouvaient aussi devenir psychologique, parce qu'on sait que dans le Covid long, il y a des atteintes et des dépressions sévères qui sont déclenchées, et aussi et surtout parce que vivre avec une maladie chronique qui du jour au lendemain vous arrête potentiellement pour les malades les plus sévères dans tous vos projets de vie, vous bloque chez vous, dans le meilleur des cas avec un minimum d'autonomie, dans le pire des cas quasi complètement allongé, ça ne se vit pas tout seul et que ça a nécessairement des retentissements qui nécessitent un suivi et un accompagnement. Donc en relisant un petit peu tout ce qui s'est fait depuis les 30 dernières années au niveau de l'encéphalomyélite myalgique, les auteurs de cette étude dessinent un petit peu les lignes de la bonne façon de mettre en place finalement des programmes d'accompagnement des patients Covid long. Et pour eux, ils donnent un rôle quasiment central aux thérapeutes en santé mentale, finalement, quel qu'il soit. Alors, c'est un rôle effectivement qu'ils peuvent tenir, c'est un rôle qui peut être tenu par d'autres personnes dans des cadres de programmes Covid long avec un petit peu d'éducation thérapeutique des patients, mais l'idée c'était un petit peu d'insister sur ce point-là qui est fondamental de mon point de vue, parce que on a aujourd'hui des patients qui restent bloqués dans le refus finalement de cet accompagnement sur le plan psychologique, émotionnel, parce qu'on leur a trop dit que la maladie était dans leur tête et parce qu'ils ont trop été maltraités. Et du coup, là, l'intérêt, c'était effectivement que cet article il partait de l'analyse de 3 cas, donc de 3 personnes, Marc, Daniel et Laurine, qui ont tous les 3 27 ans, qui étaient très actifs, voilà, sans aucun préalable, on va dire, sur le plan psychiatrique, et qui, au cours de leur parcours de soins, se retrouvent avec un diagnostic relativement sévère, donc troubles de la conversion, stress post-traumatique, dépression, suspicion d'addiction à la drogue et de consommation de drogue et de syndrome de Munchausen, donc vraiment des choses qui sont violentes et qui ne correspondent pas du tout à la réalité, avec derrière des prises en charge forcément médicamenteuses, avec cocktail de médicaments qui sont mal tolérés, dont les doses augmentent, avec une augmentation des effets indésirables. Donc voilà, on va pas reprendre leur parcours de manière détaillée. Et du coup, à partir de tout ça, il trace un petit peu ce que devrait être une prise en charge bonne ou optimale. Alors après, on sait que le système de santé aujourd'hui, il subit pas mal de difficultés et que c'est compliqué de mettre ça en place, mais en fait, il pose quelques grandes lignes et quelques grandes règles sur les leçons qu'on peut tirer d'abord des premiers échecs, parce qu'il y en a eu sur les prises en charge des patients Covid long, et puis de ce qui s'est passé pendant les 30 dernières années sur les patients atteints d'encéphalomyélite myalgique. Et du coup, par rapport aux soignants, ils insistent un petit peu sur ce qui devrait être la démarche. C'est-à-dire qu'il y a un besoin de comprendre la maladie, quelle est... et du coup de pouvoir aider le patient à valider son diagnostic
à lui dire finalement qu'on le croit donc quand il exprime ses symptômes, à valider aussi son expérience. Donc finalement, attribuer les symptômes à leur juste cause. Parce qu'effectivement, il y a donc il cite des exemples, il y a des symptômes comme les pupilles dilatées, le souffle court, etc., qu'on pourrait attribuer à une anxiété, alors que c'est aussi des symptômes qui sont rencontrés dans le cadre de la dysautonomie et des troubles orthostatiques qu'énormément de Covid long rencontrent. Donc il y a vraiment un souci d'affectation des signes à la bonne étiologie. Du coup, toute l'importance pour les soignants de suivre la recherche qui progresse sur le Covid long et d'en être familier pour ne pas être en décalage entre leurs croyances anciennes qui ne sont pas nécessairement au goût du jour, d'autant que tout ce qui est fatigue chronique, encéphalomyélite myalgique, etc., c'est absolument pas des choses qui sont enseignées aujourd'hui dans nos facultés de médecine. Il parle aussi, malgré tout, de l'évaluation du risque suicidaire, parce qu'effectivement, les patients atteints de maladies chroniques ont des risques 50% plus importants qu'en population générale par rapport au suicide. Donc, finalement, c'est une approche qui est relativement mesurée, qui se situe sur une ligne de crête entre reconnaître le patient dans sa symptomologie, l'accompagner et en même temps veiller à lui parce qu'on sait que cette maladie-là, qu'il l'arrête brutalement, qu'il nécessite qu'il accepte de changer du jour au lendemain et de vivre différemment, peut entraîner des fragilités fortes. Donc c'est un rôle beaucoup plus complet et beaucoup plus intéressant qui peut aller jusqu'à comment proposer des adaptations pour le retour au travail et ou à l'école. Et puis aussi quand le cas échéant est au bout du bout et si effectivement il y a une dépression sévère qui se met en place ou qu'il y a des problèmes de sommeil qui ne peuvent pas être réglés autrement, comment avoir recours éventuellement à de la pharmacologie, mais en renvoyant effectivement à ce qui a été développé dans le cadre du syndrome de fatigue chronique et de l'encéphalomyélite myalgique. Merci Marie-Aude. Ouais, voilà, je pense qu'on peut s'arrêter là et du coup interagir sur effectivement ce que le docteur lui a retenu de cette étude-là et comment. Exactement. Moi, je suis hyper content que vous ayez choisi cet article. Je pense que c'est assez intéressant parce que ma lecture est un tout petit peu différente et assez, je dirais, complémentaire de la vôtre. La première chose qui est abordée et que je pense qu'il est super important de rappeler, c'est que le Covid long, c'est une entité extrêmement complexe et une des raisons pour laquelle c'est une entité extrêmement complexe, c'est qu'en fait, c'est un mot ou c'est un terme qui a été inventé par les patients pour désigner tout ce qui pouvait se passer après une infection aiguë. Et en fait, donc c'est pas une maladie définie par des médecins, mais c'est une expérience vécue par les patients. Et dans le Covid long, il y a donc une hétérogénéité et une multitude de causes différentes, souvent intriquées, et c'est ce que vous disiez tout à l'heure quand on discutait de l'article précédent, et ce qui fait une multiplicité de tableaux cliniques différents. Ça veut dire qu'il y a des gens qui vont avoir des symptômes qui sont quasiment uniquement respiratoires, puis il y a des gens qui vont avoir des malaises post-effort, et puis il y a des gens qui vont avoir principalement de l'anxiété, et puis il y a des gens qui vont avoir des troubles cognitifs, et tout va se mélanger pour faire quelque chose d'hyper compliqué. Et le fait que ce soit plein de causes entremêlées, et donc que ce ne soit pas en fait une maladie, mais un ensemble de symptômes qui peuvent être vécus par les patients, ça fait qu'on n'a pas de marqueur biologique, organique, évident de la maladie. Alors évidemment, si on regarde des groupes de patients hyper précis, on va trouver un certain nombre d'anomalies. Mais en fait, ces anomalies se rapportent souvent à une cause particulière, mais d'autres patients qui ont également des symptômes après une infection de la Covid peuvent ne pas avoir ce marqueur, puisqu'en fait, leurs symptômes sont liés à une autre cause. Et tout ça, ça fait que
il est possible que les médecins ou les soignants de manière générale soient un petit peu perdus. Ils sont un petit peu perdus parce qu'il n'y a pas de marqueur organique évident, parce qu'il n'y a pas il n'y a pas de lésion organique évidente. Et donc, dans ce contexte-là, on a envie de dire, bah oui, mais du coup, je ne vois rien. Est-ce que ça pourrait pas être psychosomatique? Sachant que ce qui est compliqué, c'est que le terme psychosomatique est souvent mal vécu par les patients, alors qu'en réalité, il désigne bien une souffrance réelle, identifiée et objectivée par le médecin, mais sans lésion organique visible et qu'il faut prendre en charge. La deuxième difficulté à ça, et je pense que c'est un truc qui est vraiment assez marqué dans cet article, c'est la difficulté d'acceptation des patients donc, qui vont voir les médecins, qui se retrouvent face à un médecin qui est plus ou moins en échec parce qu'il n'arrive pas très bien à savoir c'est quoi le problème, il n'arrive pas très bien à définir un traitement et surtout, en fait, il n'a pas vraiment d'option de traitement à offrir. Et comme vous l'avez dit tout au début, à ce jour, il n'y a pas de traitement pour guérir le Covid long. Et tout ce qu'on peut offrir, c'est globalement des soins de support. Mais il y a vraiment une discordance entre l'attente des patients qui est moi j'ai un truc, j'aimerais bien qu'on me guérisse ou qu'on comprenne la cause pour agir sur la cause et m'enlever ce truc. Et les médecins, ils sont là, bah oui, mais du coup, on va vous proposer, je ne sais pas quoi, de la relaxation, de l'activité physique adaptée, etc. Et les patients, ça ne leur plaît pas parce qu'ils n'ont pas l'impression qu'on est en train de répondre de manière adéquate à leurs attentes, alors que c'est exactement ce que vous dites, c'est que la plupart du temps, quand les gens ont une maladie chronique des fois hyper objective, et par exemple des douleurs chroniques ou des symptômes qui vont les impacter dans leur vie quotidienne, et ben, j'ai envie de dire, au pifomètre, 100% de ces gens, si on les laisse dans cette situation-là, vont finir par avoir un certain nombre de symptômes psychologiques et qui a besoin de les accompagner et qui a besoin de les aider là-dessus. Et donc, je pense qu'en fait, cet article est intéressant et important parce que justement, il remet bien au centre cette idée que aujourd'hui, on ne sait pas très bien ce que c'est le Covid long. On ne sait pas exactement quelles sont les causes. Le jour où on saura où sont les causes, il faudra agir sur les causes. Mais en attendant, ce qu'on peut faire, c'est agir sur l'accompagnement. Et il y a des règles à respecter parce que, en fait, l'accompagnement des gens qui ont du Covid long, c'est pas dire, en fait, vous avez de l'anxiété. C'est avoir une approche un peu holistique, un peu globale, où on va prendre en compte la maladie comme elle est, et par exemple prendre en compte le malaise post-effort et ne pas dire aux gens faites du sport, prendre en compte leurs problèmes, prendre en compte un éventuel risque suicidaire, adapter le travail ou l'activité que font ces gens à leur maladie. Et en fait, c'est ces mesures que les gens qui ont des maladies chroniques ou que les gens qui vivent avec des maladies chroniques connaissent bien. Mais il faut se souvenir qu'en fait, le Covid long, c'est globalement la plupart du temps des gens qui n'avaient pas de maladie chronique, qui ont une infection aiguë avec un virus qui était censé être aigu et qui maintenant, tout d'un coup, et de manière assez brutale, rentrent dans la maladie chronique et en plus dans une maladie un peu compliquée et qu'on est encore en train de découvrir en marchant. Et c'est ça aussi qui est important, c'est comment les médecins et les soignants doivent appréhender ces patients qui sont perdus au moins autant qu'eux. Et donc, c'est pour ça que j'ai trouvé que cet article était hyper important. Merci pour votre réaction. Marie-Aude, si vous voulez peut-être finir, enfin dire un mot en tout cas sur cet article avant qu'on passe au prochain. Non, mais je suis très contente de ce qu'a dit le docteur. Finalement, j'ai aussi choisi ça parce que c'est quelque chose, c'est cette notion d'accompagnement global qui va permettre aux patients finalement d'entrer dans une certaine résilience et d'apprendre à vivre avec qui il est aujourd'hui, avec les limites qu'il a aujourd'hui. Et puis si demain elles peuvent être effacées, tant mieux. Mais sinon, de toute façon, c'est dire combien il est important d'apprendre à lâcher sa colère, d'arrêter de chercher des responsables quels qu'ils soient et de faire ce pas-là pour se remettre en mouvement, quels que soient les symptômes qui nous restent. Et que ça, pour moi, c'est très important. Et effectivement, je conçois très bien la difficulté pour les soignants, d'autant plus dans une médecine où on travaille quand même beaucoup en silo, parce que là, on est sur des atteintes qui sont tellement multisystémiques que ça demande énormément de collaboration et que tout est un peu intriqué. Donc oui,
on n'est pas sur quelque chose qui ne toucherait qu'un organe ou qu'une sphère. On est vraiment sur donc l'approche globale est encore plus importante de ce fait, mais finalement, ça va aussi ouvrir des possibles. Enfin, je pense que les retours d'expérience de tout ce qu'on est en train de vivre là et de construire là, alors en marchant avec cette maladie-là, qui n'en est pas une effectivement, parce que Covid long, ça veut juste dire que le déclencheur de tous nos symptômes, c'est une infection Covid. Et après, derrière, ben voilà, derrière, il se passe un syndrome post-infectieux avec des profils différents, mais ce qui est important, effectivement, c'est qu'on va peut-être pouvoir construire des approches, des soins aussi un petit peu différentes, et voilà, pour regarder le verre à moitié plein. Merci beaucoup. On va laisser le docteur Tran nous présenter son second article. Du coup, on n'a pas choisi innocemment de parler de cet article juste après celui de Marie-Aude. Et donc, c'est un article qui s'appelle An Online Breathing and Wellbeing Program. Donc, c'est EnoBreathe for People with Persistent Symptoms Following COVID-19. Et donc, c'est un essai contrôlé randomisé qui a été publié dans Lancet Respiratory Medicine. Donc, qui va comparer 74 patients qui vont avoir une intervention de coaching pour la respiration à 76 patients qui vont avoir juste une prise en charge classique, et qui va évaluer si après un certain temps, je vais essayer de retrouver le temps en direct, mais évidemment j'y arrive pas, ces gens vont avoir 6 semaines, pardon, donc ça cherche à évaluer si après 6 semaines, il y a une différence entre les gens qui vont avoir le coaching et les gens qui ne vont pas l'avoir sur leur qualité de vie de manière générale. Et c'est évalué avec un score qui s'appelle le SF36 et qui a un composant mental, ou plutôt psychique, et puis un composant physique. Il regarde évidemment d'autres paramètres en même temps. Alors, l'intervention est assez complexe. Globalement, ça combine une intervention digitale avec des ressources en ligne, et puis une intervention physique où les gens vont rencontrer des membres de la team EnoBreathe, et ils vont avoir des exercices pour leur apprendre à respirer, pour leur apprendre à se relaxer, et pour pouvoir gérer leur anxiété et leurs problèmes de respirer. Parmi les différents outils qui sont utilisés, par exemple, on leur fait voir un opéra. Enfin, ce n'est pas un opéra, c'est une berceuse dans un opéra. Et puis, ils vont aussi avoir des partitions et puis les paroles pour pouvoir refaire la berceuse chez eux s'ils veulent. Alors, le résultat est que les auteurs observent une petite différence sur le score SF36 psychique, mais pas de différence sur le score physique. Et également, il y a une petite amélioration sur une échelle rapportée par les patients sur leur capacité à courir sans être essoufflé. Cet article m'a semblé intéressant parce que il montre bien, pour moi, ce que c'est un essai contrôlé randomisé et les limites de l'interprétation qu'on peut en avoir. Alors, je vais m'expliquer. En fait, dans cet article, il y a une toute petite différence entre les deux groupes 6 semaines après la randomisation sur le score de qualité de vie. Ça veut dire que sur la différence entre le début et à la fin de l'essai, dans le groupe où il y a eu EnoBreathe, il y a 3 points de différence sur le score de qualité de vie. Et dans le groupe où il n'y a pas eu d'intervention, où ils ont juste eu leur prise en charge classique, il y a 0,78 points de différence. Et du coup, la conclusion, c'est que EnoBreathe, ça marche. Mais en fait, EnoBreathe, ça marche populationnellement. Ça veut dire que quand on fait un essai, si on traite les gens avec EnoBreathe et si on ne traite pas avec les gens avec EnoBreathe, en moyenne, si on regarde après, eh ben, les gens qui ont été traités avec EnoBreathe vont mieux. Mais ça ne veut pas dire que tout le monde va mieux. Ça veut dire qu'il y a certains patients qui se sont améliorés. Il y a peut-être même certains patients qui sont allés moins bien. Mais en moyenne, ça va globalement mieux. Et en fait, ça, c'est un truc qui est difficile à comprendre, c'est que tous les résultats de la recherche clinique aujourd'hui sont toujours au niveau de la population. Par exemple, c'est exactement la même chose que pour l'étude qu'on a regardée auparavant avec le Paxlovid. Si on donne du Paxlovid, en moyenne, les gens vont mieux,
mais ça veut évidemment dire qu'il y a certaines personnes qui ont complètement guéri sans Paxlovid et certaines personnes qui ont eu du Paxlovid qui ont développé plein de symptômes. Et du coup, il faut vraiment comprendre ça. Parce que souvent, en fait, j'entends les gens qui disent « Ah oui, mais moi, on m'a prescrit de la rééducation, on m'a demandé de chanter, ils sont rigolos comme pas possible, mais ça ne change rien pour moi. » Bah oui, parce que si populationnellement, vous avez une toute petite différence, parce que là, on est quand même en train de parler d'une différence qui est significative, mais relativement réduite au niveau de la population, c'est évident qu'il y a plein de gens qui ne vont pas bénéficier de ça. Mais en fait, là, c'est plutôt dans une vision de santé publique en disant si je dois traiter tous mes patients avec du Covid long en France, et ben, si je leur donne des programmes tels que Enobrise, alors il faudrait l'adapter en français, etc., mais des choses qui sont facilement scalables à l'échelle de la France, puisque globalement c'est une intervention digitale, et ben, je sais que populationnellement, il y a un certain nombre de patients qui vont aller mieux. Mais il est aussi évident que si on commence un truc comme Enobrise et on se rend compte que ça ne marche pas chez un patient, ça veut dire qu'il ne faut pas persister, il ne faut pas s'enfermer dedans. Et je trouve que ça allait bien avec l'article de Mario juste avant, c'est-à-dire qu'il faut être bien conscient des attentes des patients et il faut aussi être capable de réviser sa prise en charge au fur et à mesure. Ça veut dire qu'il y a des patients qui vont être très sensibles à ça, qui vont apprécier ça, puis il y a des patients qui ne vont pas aimer cette approche. Et du coup, il faut s'adapter aux patients pour proposer la meilleure prise en charge pour le patient. Donc, au final, c'est une intervention qui semble efficace, alors qui semble modérément efficace, mais efficace quand même, ce qui prouve que, on peut avoir des interventions de support qui peuvent soulager un petit peu les symptômes chez certaines personnes. Et du coup, il ne faut pas se priver de les utiliser. Il faut aussi être conscient que s'il y a des patients que ça n'améliore pas et chez des patients qui n'ont pas envie de le faire, on n'est pas obligé de persister dans cette voie. Et voilà. Merci. Mario, est-ce que vous avez une réaction par rapport à ce que vient de dire le docteur Tran? Non, moi j'étais vraiment très contente de voir cet article arriver dans les articles sur lesquels on allait échanger aujourd'hui, parce que c'est vrai que c'est une expérience dont on avait parlé dès 2020 et je m'étais dit tiens, c'est voilà, l'approche moi m'intéressait et du coup là j'ai eu un petit peu le rendu chiffré du bénéfice ou du non-bénéfice. Je trouve qu'il y a quand même on revient aussi sur cette prise en charge et cet accompagnement complet du patient. C'est vrai qu'ils les ont un petit peu chouchoutés, leurs patients. Ils leur ont envoyé un pack d'accueil avec un tote bag, un mug, du thé, des biscuits et la paille, effectivement, quand même pour les exercices. Mais il y a aussi cette approche prendre soin d'eux de façon globale qui, je pense, est importante. Et effectivement, il faut que chaque patient sache quelle est finalement l'activité ressource par laquelle il va pouvoir se remettre en mouvement et travailler sa réadaptation, quoi. D'accord. Merci beaucoup. Si vous êtes OK, on peut passer à la présentation du dernier article qui a été sélectionné par Marie-Aude. Alors, le dernier article, il est tout court. C'est un... et il s'intitule « What is safe long COVID rehabilitation ?» Alors, en fait, c'est 4 propositions qui ont été consolidées suite au forum en ligne de Long COVID Physio International. Donc, c'est une association de patients, notamment, qui travaillent sur le sujet avec des soignants. Et donc, en septembre 2022, ils ont fait un nouveau forum sur lequel ils se sont intéressés à l'état de l'art aujourd'hui, de qu'est-ce qui fait qu'une prise en charge et qu'un accompagnement est bon et sécure et va dans le bon sens pour le patient. Et du coup, ils ont identifié du coup 4 pistes. Donc le premier point, c'est qu'il faut identifier vraiment tous les alerteurs qui, par rapport aux signes et à la symptomologie du patient, nécessitent de construire un programme qui lui soit adapté. Et que pour ça, il existe quand même des outils. Donc on a le questionnaire de Paul par rapport à la fatigue et au risque de malaise post-effort. On a le Nijmegen sur l'hyperventilation. On a éventuellement le LIM test de la NASA pour la dysautonomie, mais sinon ça peut se gérer avec les contrôles pression sanguine et fréquence cardiaque allongée debout qui sont faites relativement classiquement maintenant, je pense, quand on a nos suivis Covid long.
et que déjà tout ça, ça permet de savoir qui est le patient qu'on a en face de nous. Et effectivement, si c'est un patient qui est sujet au malaise post-effort, qui hyperventile et qui en plus fait de l'hypotension orthostatique, on va pas lui proposer une rééducation avec des choses un petit peu en haute intensité, avec des squats, donc ça déjà vraiment savoir qui on a en face de nous. Du coup, personnaliser le programme, donc effectivement, sans haute intensité, sans augmentation de l'intensité et dans le respect de l'enveloppe énergétique du patient et de ses possibles. Et ça, c'est vrai que c'est très contre-intuitif pour les kinés. Alors, les professionnels en APA, je ne sais pas s'ils ont plus cette formation-là, mais en tout cas, pour les kinés, c'est vraiment contre-intuitif parce que dans toutes les autres pathologies, les gens qui ont eu des pathologies cardiovasculaires, etc., les gens qui se remettent de cancer, on est toujours sur une augmentation pour ramener le patient, mais pas parce que son corps le peut finalement, à une situation qui sera la plus proche de son état antérieur, alors que malheureusement dans le Covid long, si on suit ce schéma-là, on va intensifier et accroître ses symptômes et on va dégrader si on est dans la frange de patients qui répond au risque de malaise post-effort et on va dégrader son état général. Et ça, c'est quelque chose que les premiers Covid longs, alors on avait les alertes des patients encéphalomyélite myalgique, mais on n'a pas nécessairement su ce qu'étaient les signes physiques d'un malaise post-effort, parce que malaise post-effort ou exacerbation des symptômes post-effort, ça ne veut pas dire grand-chose. Parce que si on a besoin de faire une sieste de 2 heures après sa séance de kiné, on se dit bah oui, après tout, ça fait longtemps, et puis j'étais vraiment désadaptée, donc c'est pas grave. Et puis avoir mal aux muscles, ben, c'est normal parce que je vais faire travailler. Et honnêtement, moi, je n'ai pas su lire et je me suis bien aggravée avant de me rendre compte qu'il fallait que je lève le pied. Après, c'était très compliqué aussi parce qu'en face, on est avec des soignants qui n'ont pas cette information-là. Et donc, si le patient lit, suit la recherche, etc., et peut s'affirmer, il va dire non, moi, je ne fais plus de réadaptation, aidez-moi, on va pratiquer des étirements, il faut faire des massages parce que les muscles là ne veulent plus se décontracter. Mais qu'on est sur un système où les plus fragiles des patients ne vont pas être en capacité de se faire entendre et risquent du coup de se dégrader. Moi, ça, c'est un petit peu mon souci. Donc, c'est aussi un programme, c'est le 3e point de leur proposition, qui doit être fondé sur des espoirs adaptés, c'est-à-dire qu'on ne peut pas promettre, et là ça rejoint un petit peu ce que disait le docteur plus loin, des attentes des patients, on ne peut pas promettre la lune, on ne peut pas promettre qu'on va guérir et que demain on va recommencer à faire du trail ou toutes les activités qu'on faisait avant, parce qu'effectivement souvent c'était quand même des profils de gens un petit peu hyperactifs, avec beaucoup d'activités, très investis dans beaucoup de choses et qui se retrouvent mis à l'arrêt. Donc ça, on ne peut pas leur promettre. Et c'est régler un petit peu ce hiatus-là. Donc il faut que chacun fasse le pas vers l'autre pour arriver à se stabiliser sur une ligne de crête qui est comment aujourd'hui je vis le mieux possible avec ce que je suis devenue sans me fermer les portes du demain. Et c'est du coup un programme aussi qui doit prendre en compte le patient dans sa globalité, l'encourager et ne pas le mettre en difficulté sur le plan psychologique, plus que la maladie chronique ne peut le faire déjà. C'est-à-dire c'est un programme où on va lui reprocher de sa réticence par rapport à l'effort, ce qui a été vécu quand même par bon nombre de Covid long. Et donc cet article me semblait important aussi pour mettre en exergue les aggravations dans certaines prises en charge classiques en raison du risque donc, de malaise post-effort ou d'exacerbation du symptôme post-effort, sachant que c'est pareil, l'effort n'est pas ce qu'on croit être communément, c'est-à-dire qu'un effort n'est pas qu'un effort physique, un effort peut être un effort cognitif. Et à titre personnel, ce qui pour moi a été le plus compliqué à apprendre à gérer, c'est tout ce qui est tout le volet émotionnel finalement, parce que finalement le physique et le cognitif, on peut le planifier quand on sait quelle est sa jauge d'énergie. Par contre, les émotions, si on n'a pas appris à travailler sur comment je reconnais l'émotion, comment je l'accueille et comment je me mets de côté pour savoir ce que j'en fais et qu'elle ne prenne pas toute mon énergie, moi, c'est là-dessus où j'ai été obligée de progresser le plus, et ça nécessite bien une prise en charge qui est clairement holistique.
Et j'en profite pour signaler par rapport au malaise post-effort que l'association Après J20 a mis en ligne, je veux dire, une page dédiée au malaise post-effort avec notamment un guide de 20 pages à destination des professionnels, donc qu'ils ont coécrit avec Million Missing France notamment, et que ça, c'est vraiment quelque chose de très précieux, donc que les patients Covid long qui nous entendront et que leurs soignants n'hésitent vraiment pas à aller lire ce qu'est ce malaise post-effort et comment éviter que les patients ne s'y affrontent avec le risque que leur état se dégrade finalement. Merci Marie-Aude. Docteur Tran, est-ce que vous souhaitez réagir, commenter cet article? Je trouve que cet article, il est complètement en ligne avec les autres articles qu'on a discutés. Il y a deux points qui me semblent très importants. Le premier, c'est, comme Marie-Aude l'a dit, l'importance de personnaliser la prise en charge au patient, à sa maladie et au trigger ou au déclencheur que peut avoir la maladie, et puis au contexte. Et globalement, l'idée, c'est de bouger et d'évoluer d'une prise en charge du Covid qui est un peu la même prise en charge pour tous pour aller vers une prise en charge plus personnalisée où on va avoir des modalités qui vont être différentes en fonction du moment, en fonction du malade et en fonction de sa maladie. Et je trouve que ça, c'est pas mal. Alors, moi, ça m'arrange parce que ça résonne bien avec ce qu'on essaie de faire dans Compare. C'est que jusqu'ici, dans Compare, on a beaucoup travaillé pour essayer de démêler la complexité du Covid long et avec l'espoir qu'en fait, en décrivant mieux de manière assez objective ce que vivent les patients, on pourra mieux comprendre la maladie et finalement mieux la personnaliser et mieux personnaliser les traitements. Et donc, je pense que, en fait, pour personnaliser, enfin, de mon point de vue, ça veut dire qu'il faut être capable de mesurer ou d'évaluer les points importants. Et à mon avis, c'est là un des sujets qui vont être importants à faire dans les prochains mois, c'est-à-dire être capable de donner des outils pour les médecins, mais également pour les patients, pour pouvoir savoir où est-ce qu'ils en sont, à quel moment, et ça, ce seront des outils qui pourront être utiles pour guider la prise en charge. Et puis, il y a un deuxième point, alors là, c'est Marie-Aude en est l'exemple parfait. Pour moi, c'est le patient qui s'engage, le patient qui s'informe, le patient qui devient expert de la maladie et qui va pouvoir aider le médecin et ensemble, ils vont pouvoir avancer sur leur prise en charge. Et c'est vraiment, enfin, moi, je pense que c'est vraiment super important. C'est-à-dire que tout le monde dit toujours oui, mais la médecine patriarcale, c'est fini et aujourd'hui, il faut être dans un modèle de décision partagée. Et du coup, je pense que c'est super important que les patients s'informent sur leur maladie, se documentent et ils puissent arriver à un médecin en disant bah, moi, j'ai entendu ça, j'ai lu ça, j'ai vu que sur une association de patients, il y avait des infos qui me semblaient importantes et je vous les partage. Et je pense que la plupart des médecins seront ravis en général qu'on leur donne ces infos et que ça leur donne éventuellement des leviers sur lesquels ils peuvent s'appuyer pour prendre en charge leurs patients. Et en plus, comme ça vient du patient, c'est d'autant plus facile à mettre en place, à engager, parce que les gens sont déjà convaincus, etc. Et donc, je pense qu'en fait, c'est comme toutes les maladies chroniques, mais il faut profiter de ça, il faut profiter que le Covid long soit une maladie un peu nouvelle pour promouvoir l'engagement des patients et que qu'on crée en fait un mouvement où les patients vont pouvoir informer leurs médecins de ce qui se passe. C'est-à-dire qu'ils sont autant acteurs de leur prise en charge que les médecins. Et moi, c'est aussi un truc que Marie-Aude vient de dire et qui me semblait important à souligner. Alors, c'est moins dans l'article que dans votre expérience personnelle, mais voilà. Eh bien, merci à tous les deux. Notre émission touche à sa fin. Je vous propose de passer à la conclusion. Marie-Aude, est-ce que vous avez quelque chose à dire pour conclure? Excepté que je suis vraiment ravie que voilà, vous ayez proposé ce nouveau format qui permette de mettre en exergue finalement que la recherche avance, mais que son temps n'est pas celui qu'aimeraient les malades et qu'on converge effectivement sur la nécessité d'une approche globale, holistique, personnalisée, qui nécessite effectivement un partenariat poussé patient-soignant et du coup une formation de tous les soignants, parce que effectivement, Dr Tran, vous êtes investi sur le sujet, mais c'est pas le cas et ça peut difficilement aussi être le cas de tous les soignants, parce que pour devenir expert d'une maladie, il faut y passer du temps. Donc quand on est malade et qu'on a envie de comprendre, c'est facile de le faire, mais que du coup, il y a effectivement des choses à construire pour que
pour que collectivement on avance et surtout qu'on ne laisse pas les patients les plus fragiles ou qui ne sont pas en capacité de faire ce travail-là un petit peu de côté sur le chemin, parce que le Covid long, c'est aussi et surtout ceux qu'on ne voit pas, et on sait que le Covid a touché aussi peut-être plus fortement dans les milieux défavorisés, et donc il y a aussi ce souci-là d'égalité et de... Ouais, je sais pas comment le formuler mieux, mais voilà, on sent qu'il y a des choses qui se construisent et qui vont dans le bon sens, et que voilà, c'est appréciable de se dire qu'on arrive à faire quelque chose d'un événement de vie qui n'était pas choisi. Enfin, ça fait aussi partie du parcours de rétablissement et de l'empowerment du patient, finalement, que de mettre aussi une certaine expérience et expertise au service de toute une communauté. Oui, merci à vous, Mario, d'avoir accepté de participer à cette première de Regards croisés. Docteur Tran, un mot pour la fin? Alors, quand on a préparé l'émission, on réfléchissait au sujet qu'on voulait aborder, et on a choisi ensemble de parler des traitements et de la prise en charge du Covid long. Je pense que la recherche sur le Covid long a beaucoup évolué. Alors, il y a évidemment encore énormément à comprendre sur la maladie, mais je pense qu'aujourd'hui, on est beaucoup plus clair sur déjà la définition de la maladie et les symptômes qui peuvent y être associés. On commence à éventuellement y voir un tout petit peu plus clair sur les causes, mais ça reste quand même quelque chose de très important. On mesure un petit peu mieux les symptômes, leur impact sur la vie des patients, etc. Et donc, aujourd'hui, il faut s'intéresser au traitement. Et en fait, ce qu'on a vu dans l'émission, dans les différents articles qui sortent aujourd'hui, c'est que dans le traitement, il y a différentes choses. Il y a prévenir l'apparition du Covid long. Alors, ça peut être le Paxlovid, mais ça peut être aussi, par exemple, se faire vacciner pour ne pas attraper la Covid. Ça peut être, se faire vacciner ou se protéger, par exemple, en portant un masque pour ne pas attraper la Covid. Ça peut être aussi supporter et aider à améliorer le quotidien des gens qui vivent avec la maladie et à en réduire l'impact sur leur quotidien, par exemple avec des programmes comme Enobris ou avec des programmes de rééducation comme on a pu en discuter. Et puis, éventuellement, dans le futur, guérir. Alors, guérir, en général, il faut mieux connaître une cause, mais voilà. Et du coup, en fait, on avance, et le traitement, et je pense que pour moi, c'était vraiment un message important que je voulais discuter aujourd'hui, c'est le traitement, c'est pas seulement guérir la maladie. Et en fait, toutes ces interventions d'accompagnement, de rééducation, avec des programmes des fois un peu, alors pas exotiques, mais qui sortent de l'habituel médico-médical, peuvent être utiles pour certaines personnes, et donc il faut savoir y avoir recours. Et après, c'est exactement ce qu'on a dit pendant toute l'émission, et je pense que c'est pas la peine de le répéter encore 50 fois, mais cependant, toute prise en charge doit être personnalisée aux patients, et puis il y a des patients chez qui c'est pas la bonne idée, et d'autres patients chez qui ça peut être une très bonne idée. Merci beaucoup, merci à tous de nous avoir écoutés pour cette première de Regards croisés. Nous espérons vous retrouver bientôt lors d'une nouvelle édition pour aborder une autre maladie chronique. En attendant, si vous souhaitez contribuer à la recherche sur les maladies chroniques, vous pouvez vous rendre sur compare.aphp.fr pour vous inscrire et compléter vos questionnaires. Bonne journée à toutes et à tous.